26 avril 2018, bienvenue en résumé. Bonjour à vous communauté, mon nom est Yves Lantier et bienvenue en résumé l'actualité avec une pointe d'humour et d'humanisme. Alors communauté, c'est la dernière capsule du mois. Alors vous le savez, en fait je l'ai pas fait le dernier mois là, pour différentes raisons, mais je vais garder l'intention de faire au moins une fois par mois une capsule à sujet multiple. Alors c'est ce que je fais en termes de dernière capsule du mois, c'est ma capsule en résumé à sujet multiple. Première des choses communauté, je dois faire quelques annonces concernant la communauté. Bon, en première des choses que je dois faire, c'est que je dois vous annoncer comme quoi pour les 3 prochaines semaines, je vais travailler à tous les jeudis. Alors c'est ce qui m'amène à vous inciter à activer la petite cloche parce que je sais pas quand je vais mettre des vidéos en ligne et je sais pas si je vais refaire mes vidéos ici parce que ça me demande plus de travail que quand je suis dans mon petit studio ou peut-être aussi que je vais utiliser mon téléphone cellulaire. Mais bref, je vous invite à activer la petite cloche pour qu'on reste en communication et ça malgré le fait que ça se peut que ce soit pas des vidéos qui vont être mises en ligne le jeudi. Et également communauté, ce que je dois vous dire, c'est concernant les petites jasettes en voiture. Je voulais changer de titre, mais bon, en gros là, j'ai appris récemment que les différentes répercussions à avoir un appareil électronique lorsqu'on est au volant ont été augmentées. Alors là, la contravention peut passer, je pense, c'est de 80 à 200 $. Je peux faire retirer mon permis de 3 à 7 jours. Et là, ça devient beaucoup trop risqué pour moi. Alors peut-être est-ce que je vais me filmer lorsque je suis dans un stationnement, donc immobilisé avec le véhicule éteint. Là, je sais pas exactement, mais bon, pour tout de suite, les petites jasettes, on met ça de côté. Maintenant, communauté, dans l'actualité internationale, une des choses qui a beaucoup retenu mon attention, c'est la mort du DJ international Avicii. Donc ce DJ suédois-là s'est probablement enlevé la vie. Alors là, pour l'instant, l'enquête ne révèle pas d'une manière très précise c'est quoi la raison du décès, mais on semble croire du côté de la famille qu'il se serait enlevé la vie. Le DJ âgé de 28 ans a été retrouvé mort dans un hôtel au Oman, qui est dans la péninsule arabique. Avicii avait, semble-t-il, déjà été admis dans un hôpital à cause de problèmes liés à une consommation abusive d'alcool. Et selon ce que dit la famille dans un texte qu'ils ont mis en ligne, je crois que c'était hier, si je me trompe pas, c'est qu'Avicii avait de la difficulté à vivre avec la pression d'être une star internationale. Et ça, c'est pas la première fois, même c'est assez commun là, que les stars internationales vont sombrer dans différentes dépendances à cause de cette pression-là, qui est une pression internationale, et de surcroît aussi parce qu'ils sont beaucoup trop bookés. On peut juste penser là, sur le versant francophone, on a Stromae qui a fait probablement, ou du moins qui dit avoir fait un burn-out, des suites à avoir beaucoup trop de concerts, être reconnu continuellement. Bref, c'est une pression qui est vraiment très importante. Il semblerait qu'Avicii avait de la difficulté à vivre avec ça. Il avait d'ailleurs pris sa retraite d'une manière relativement jeune, là, je dirais. À 28 ans, il était déjà retraité depuis quelques années. Fait que c'est ce qui fait que ça n'a pas été tellement long, puis déjà, il prenait sa retraite. Alors, fort probablement qu'il vivait mal avec ça. Dans la lettre, la famille explique que c'était un homme qui aimait beaucoup ses fans, qui avait une très grande âme, très curieux, mais qu'il y avait un âme qui était fragile et que émotionnellement, il était aussi fragile. Alors, c'est ce qui semble avoir mené l'homme vers le suicide. Je pense que souvent, on va se construire une réalité complètement disproportionnée face aux stars internationales. On va penser qu'ils ont la belle vie parce qu'ils sont connus un peu partout, parce qu'ils font beaucoup d'argent, mais c'est vrai que ça a généralement des répercussions sur la santé mentale qui sont très sévères. On peut penser à multitude de personnes. On peut penser à Michael Jackson dans ces dernières années. On peut penser à Prince qui consommait beaucoup de médication aussi. Alors, il y a énormément de stars internationales qui vont sombrer dans l'abus comme ça et j'en viens à me dire que probablement que c'est quelque chose qui est pas souhaitable d'être reconnu à ce point-là. Et de surcroît aussi, nous, on vit dans une génération où les popularités vont très rapidement, ils vont augmenter très rapidement. Avicii, c'est un gars qui mettait ses musiques en ligne, puis éventuellement, il y a quelqu'un, un chasseur de talent, si vous voulez, qui l'a découvert et qui l'a amené vers une profession internationale. Puis c'est ce qui fait que ça s'est fait relativement rapidement pour lui. C'est peut-être pas quelqu'un qui était à 100% préparé à ça. Et c'est dommage parce qu'on a perdu une personne que plusieurs considéraient comme étant un des meilleurs DJ au monde. Maintenant, communauté, au niveau national, le sujet qui a assurément le plus retenu l'attention, c'est l'histoire d'un jeune homme de 25 ans du nom de Alec Minassian. Donc lui, en gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait un véhicule, un camion plus particulièrement, et sur la rue Yonge à Toronto, il a décidé de frapper des gens, ce qu'on croyait être une manière aléatoire au début. Donc en gros, c'est qu'il allait sur le trottoir, il frappait des gens, il revenait sur la rue, il allait sur le trottoir, il frappait des gens, etc. Éventuellement, lorsqu'il est arrivé à un certain coin de rue, il a décidé d'immobiliser son véhicule. Il est sorti de son véhicule, il a pris son téléphone portable, il l'a tenu comme si c'était un arme, donc en gros ça dépassait juste un petit peu, tout ce qu'on voyait c'était une ligne noire au-dessus de sa main, puis il pointait ça vis-à-vis un agent de la paix, donc vis-à-vis un policier. Le policier est resté parfaitement calme dans cette situation-là, il s'est avancé vers le jeune homme, il a réussi à immobiliser
immobilisé le jeune homme, le menotté, et éventuellement, on l'a arrêté. Alors lui, il a fait ça sur la rue Yonge. Si vous connaissez pas la rue Yonge, ben, c'est la Main Street de Toronto, c'est-à-dire c'est la rue la plus importante de la plus grosse agglomération urbaine du Canada. Et moi, pour avoir déjà été à Toronto sur la rue Yonge, ce que je peux vous dire, c'est que c'est des buildings qui sont vraiment très, très gros, très, très hauts. Et c'est ce qui fait que je me dis, oui, effectivement, à l'heure de lunch ou à la fin des bureaux, probablement qu'il doit y avoir un paquet de monde sur cette rue-là. Moi, j'avais passé en plein milieu de la journée, une fin de semaine. Fait que c'est ce qui fait qu'il y avait beaucoup de monde. C'était pas Times Square, mais quand même, il y avait beaucoup de monde. J'arrive à imaginer qu'il doit y avoir énormément de gens. Et lui, je pense qu'il a fait ça pendant l'heure de lunch, si je me trompe pas. Alors là, au début, on comprenait pas pourquoi est-ce qu'il avait été sur le trottoir, il avait frappé des gens, éventuellement il retourné dans la rue, etc. Et on pensait qu'il avait frappé des gens d'une manière aléatoire. Mais on en est venu à la conclusion que dans ses victimes, donc il a fait un total de 24 blessés / victimes, donc 10 personnes au moment de tourner, 10 personnes qui sont décédées, 14 qui sont blessées. Et là, on savait qu'il y avait une majorité de femmes dans les victimes. Mais on semblait croire que ça restait quand même quelque chose d'aléatoire. Donc, les victimes sont âgées plus ou moins entre 20 et 80 ans, donc c'est vraiment très aléatoire au niveau de l'âge. Sauf que le fait qu'on trouve une majorité de femmes est peut-être quelque chose de voulu. Quelques heures avant son geste, l'homme avait partagé sur sa page Facebook un message dans lequel il disait que la rébellion des incels était déjà commencée, puis il lançait un salut à celui qui appelait un certain gentleman. Ce certain gentleman-là, c'était Elliot Rogers. C'est un homme qui, en 2014, avait tué un paquet de femmes. Il s'était promené un petit peu partout, là, dans une ville aux États-Unis. Je me souviens pas c'est où exactement. Mais en tout cas, il s'était promené dans la ville. Il avait commencé je pense dans une épicerie. Après ça, il avait été dans un parc. Après ça, il avait été dans une maison de fraternité. Donc, bref, cet homme-là, M. Rogers, avait visé particulièrement les femmes. Alors là, ce qu'on doit savoir, c'est qui sont le incel. Alors, on faisait référence la rébellion des incels est déjà commencée et par la suite, on fait référence à M. Rogers. Pourquoi? Les incels, en gros, la traduction francophone serait les célibataires involontaires. En gros, c'est un groupe d'hommes frustrés sexuellement qui tiennent les femmes responsables pour leur manque sexuel à eux. Et c'est des personnes qui détestent les femmes là, à tout prix. Alors, ça nous amène à croire que le crime de Toronto était fort probablement un crime qui visait volontairement les femmes. Alors, l'homme était décrit comme étant une personne qui se rejetait lui-même socialement, il y avait des difficultés. Il n'a jamais montré des signes de violence, mais il y avait des difficultés à interagir avec les gens. Puis, il n'y avait effectivement pas eu de partenaire sexuel, il n'y avait pas eu de femme dans sa vie. Côté de M. Rogers, ben, c'était un gars qui avait vraiment beaucoup documenté son crime à l'époque, en 2014. Finalement, il s'est suicidé des suites à ça. Mais il avait fait, semble-t-il, un document de 141 pages. J'ai pas lu ce document-là. Moi, j'ai écouté une vidéo qui, selon ses dires à lui, avait été tournée la veille de son geste. Donc, il disait « Demain, je vais vous punir les femmes ». Et en gros, tout ce qu'il raconte dans sa vidéo de 8 minutes, c'est que les femmes sont responsables du fait qu'il n'y a jamais eu d'amour, il n'y a jamais eu d'affection, il n'y a jamais eu de sexe. Il a 22 ans, il est encore vierge et il tient les femmes responsables de ça. Et en gros, ce qu'il dit, c'est « Vous allez avoir ce que vous méritez ». Selon lui, toutes les femmes sont pas correctes et lui, il est correct. C'est un parfait gentleman. Et là, pour terminer sa vidéo, ce qu'il dit, c'est que les femmes ont tendance à toujours choisir les hommes qui sont des brutes stupides. Moi, je suis un parfait gentleman. C'est une injustice et vous allez payer pour ça. Cet homme-là croyait que c'était de la faute de toutes les femmes s'il n'y avait pas de relations sexuelles. Ce qui m'amène au point suivant, là. La communauté incel tient pour responsable les femmes de leur frustration sexuelle. Alors là, je vais aller en 2 points. La première des choses, c'est que si tout le monde est fou sauf vous, le problème, c'est probablement vous beaucoup plus que tout le monde. Alors, s'il n'y a aucune femme qui veut de vous, le problème, c'est probablement votre approche à vous des relations interpersonnelles, c'est probablement votre approche à vous face aux femmes et c'est peut-être votre perception à vous des relations de couple ou des relations sexuelles qui est biaisée. Alors, à ce moment-là, c'est un travail sur vous que vous devez faire parce que s'il n'y a pas une femme qui veut de vous dans ce bas monde, c'est probablement parce que c'est vous qui avez un problème. Maintenant, peut-être est-ce que vous visez pas les bonnes personnes, peut-être que vous visez des personnes qui sont beaucoup trop différentes de vous. Si un gars comme moi qui est un nerd à lunettes maigrichon, qui sort pas beaucoup, vise une fille qui sort continuellement, qui s'entraîne beaucoup, qui mise beaucoup sur l'argent, probablement que je l'aurai jamais dans ma vie, puis anyway, ça fitterait pas de toute manière. Alors c'est sûr qu'il faut que j'aille vers des filles qui sont plus rangées parce que je suis quelqu'un de plus rangé et ça va de soi. Et je pense qu'une personne comme eux doivent peut-être se remettre en question des suites à ça. Je me souviens que M. Rogers, dans sa vidéo, à un moment donné, il mentionne tout ce que j'ai voulu avoir, moi, c'est de l'affection, du sexe et de l'adoration. Alors si vraiment tout ce que tu veux dans une relation, c'est ce que la femme t'apporte, une relation, c'est pas ça, c'est pas une femme t'apporte quelque chose, c'est les deux mutuellement vous apportez quelque chose. Et là, à ce moment-là, c'est une mauvaise compréhension de c'était quoi les relations interpersonnelles. Le deuxième point que je veux apporter à ça, c'est que je crois que les frustrations sexuelles ne devraient pas exister dans notre société. Mais
En gros, moi, je tiens responsable beaucoup de notre perception sociétale de ce que sont les relations sexuelles. Je crois qu'avec l'Église qui a rendu les relations sexuelles beaucoup plus utilitaires qu'un besoin en soi, ça l'a amené éventuellement les sociétés à concevoir l'acte sexuel comme étant quelque chose, ma foi, de short démoniaque. Et ça, je pense que c'est vraiment un gros problème qu'on a sur un point de vue sociétal, parce qu'on va vendre l'image de la femme hypersexuelle, mais si la femme est très sexuelle, on va la catégoriser comme étant une salope qui doit être mise de côté et rejetée par la société. Alors, je pense que la première des choses qu'on doit faire, c'est prendre conscience que le sexe est un besoin. C'est pas quelque chose qui est démoniaque ou qui est mal, c'est un besoin. Lorsque vous pratiquez l'acte sexuel, c'est bon pour votre estime personnelle, votre confiance en vous, c'est bon pour votre peau, vous allez sécréter de l'hormone qui sont bonnes pour votre peau, c'est bon pour votre cœur, c'est bon pour vos abdos, c'est bon pour vos fesses, c'est bon pour tout en vous. Alors, je pense que le sexe doit être accepté socialement. Les femmes qui ont plusieurs partenaires sexuels ne devraient pas être marginalisées à cause de ça. Je veux dire, au final, ils ont juste un appétit sexuel qui est différent. En tant qu'ils se protègent, pour moi, il n'y a aucun problème. Et socialement, on devrait accepter les femmes qui ont eu plusieurs partenaires sexuels. À la limite, ils ont rendu beaucoup d'hommes heureux. Fait que pourquoi pas? Et je crois également qu'on devrait légaliser la prostitution parce que c'est le métier le plus vieux du monde. D'une manière ou d'une autre, il va toujours exister. Puis même si on légalise la prostitution, il va y avoir encore des prostituées dans les rues. Mais je pense que si on réussit à encadrer d'une bonne manière la prostitution, ben à ce moment-là, on pourrait offrir, disons, des conditions de travail aux filles, des gens en partant, ne serait-ce que de leur offrir une sécurité, peut-être même une assurance vie, bout de vierge, ça serait déjà pas si pire, ça serait un pas vers l'avant pour essayer de sécuriser un peu ces filles-là qui, au final, font un métier qui c'est plate, mais c'est un mal nécessaire, ça existe et ça va toujours exister. Alors, sur cet aspect-là, je pense qu'il y a une réflexion qui est une réflexion très sociétale à faire, mais en reste pour moi, au final, que je veux dire, si vraiment vous concevez que la raison pour laquelle vous n'avez pas de sexe, c'est de la faute de toutes les femmes autour de vous, dude, prends sur toi en quelque part, puis essaie de réfléchir un peu à ce que tu dois changer chez vous. C'est une base en psychologie. La première des choses là, que tu dois faire lorsque tu as un problème, c'est pas de te demander qu'est-ce que les autres peuvent faire pour moi. Ça ressemble beaucoup à John F. Kennedy, mais faut pas que tu te demandes qu'est-ce que les autres vont faire pour moi. Faut que tu te demandes comment est-ce que moi je peux travailler sur moi pour aller vers ce que je vise. Et ça, je pense que ce serait une dure réflexion que les membres du Incel doivent faire. Maintenant, communauté, en guise de sujet peut-être un petit peu plus positif, je veux vous parler de la finale arrestation d'un homme qui a peut-être été un des meurtriers qui a le plus fait peur au niveau de la communauté en Californie, si je fais pas erreur. En gros, c'est le tueur du Golden State. Alors, le Golden State, c'est l'État de la Californie. Donc, on a arrêté cette semaine un homme âgé de 72 ans du nom de James DeAngelo qui serait perçu comme étant le fameux tueur du Golden State. Alors, qui était ce tueur-là? Eh bien, c'est un homme qui a vraiment imposé beaucoup la terreur pendant une certaine période entre les années 70 et 80. Si je fais pas erreur, je pense que c'est milieu des années 70 jusqu'à 1986, ça c'est assurément. Et cet homme-là, ce qu'il faisait, c'est qu'il rentrait dans les domiciles de ses victimes, il se cachait là pendant un bout de temps, il attendait que les gens arrivent, que les gens aillent se coucher. Si c'était une femme qui était une femme seule, ben pendant qu'elle dormait, il la ligotait, éventuellement il la violait, il la battait, parfois il la tuait. Si c'était un couple, ben à ce moment-là, il prenait l'homme, il l'attachait pour que l'homme puisse voir sa femme se faire violer devant ses yeux. Par la suite, lorsqu'il était dans son ébat, ben en gros c'est ça, c'est qu'il battait la femme, il violait la femme et il y avait une façon opératoire un peu particulière. Lorsque l'homme avait terminé son acte, ou du moins lorsqu'il arrêtait de faire son acte, il y avait quelque chose d'assez particulier, c'est-à-dire qu'il prenait une pause cracker. Donc il prenait des crackers, il mangeait des crackers puis il buvait une tasse de thé. Une fois qu'il avait bu sa tasse de thé, ce que l'homme faisait, c'est qu'il déposait l'assiette ainsi que la tasse sur le ventre de sa victime et il disait « Si j'entends la vaisselle frotter, je te tue ». Je sais pas si vous avez déjà essayé de maintenir, par exemple, une assiette avec une tasse sur votre ventre quand vous respirez, mais je veux dire, veux pas, ça va faire du bruit au final. Fait que c'est ce qui fait que t'es un peu dans le mal quand il t'oblige de faire ça. Là, c'est plate un peu parce que là, de mémoire, je me souviens pas vraiment combien de personnes qu'il a tué. Il me semble qu'il avait tué comme une dizaine de personnes. Il avait été accusé d'une affaire comme d'une quarantaine de viols puis de genre 200 cambriolages. Mais en tout cas, c'est un homme quand même qui avait été accusé de beaucoup de choses. Et la description était à peu près toujours la même et le mode opératoire était à peu près toujours le même. Et puis là, on sait pas trop pourquoi ou comment la police de Sacramento a réussi à trouver un lien, mais ils ont réussi à faire un lien au niveau de l'ADN et de certaines armes qui ont été utilisées sur différentes scènes de crime. Alors là, ce qu'on a réussi à trouver, c'est qu'il existait un lien au niveau de l'ADN présente sur plusieurs scènes de crime qui étaient tous dans le même style opératoire et ça nous a amené à M. DeAngelo. Et M. DeAngelo, dans les années 70, c'était un policier qui travaillait à proximité de la ville de Sacramento. Donc, c'était un policier qui était actif, qui aurait commis ces crimes-là. Et là, finalement, on a réussi
réussi à l'arrêter. Maintenant, il est âgé de 72 ans, fait quand même bien qu'il va être reconnu coupable d'un paquet d'affaires, il va probablement mourir en prison. Je trouve ça un peu dommage, mais en même temps, je pense que c'est une bonne chose parce que finalement, on a trouvé, disons, l'explication à plusieurs morts et ça, je pense que pour les familles des victimes, c'est quelque chose de bien. Maintenant, communauté, en guise de dernier sujet, très rapidement, il y a une étude qui avait été faite, je me rappelle pas, je pense que c'est en Suisse, mais c'est vraiment pas ça l'intérêt, qui a été partagée par Eau Chouette. Alors, Eau Chouette, c'est un groupe qui anciennement s'appelait Le Saviez-vous sur Facebook et qui là aujourd'hui a un site internet qui est Eau Chouette. Et lorsque on a partagé cette dite étude-là, on a partagé avec une image, une miniature qui est assez particulière. Alors, en gros, qu'est-ce que raconte l'étude? Ben, c'est que si vous fixez une personne dans les yeux pendant plus de 10 minutes, vous allez finir par avoir des formes d'hallucination. Donc, en gros, ça, c'est juste une réponse de votre cerveau. Il s'écœure à analyser quelque chose à un moment donné. Fait que c'est ce qui fait qu'il l'analyse plus comme du monde. Donc, c'est le même principe que si, exemple, vous entrez dans une pièce, une odeur est très, très forte. À un moment donné, vous la sentez plus. C'est parce que votre cerveau fait juste plus l'analyser. C'est pas qu'elle n'existe plus. C'est que votre cerveau, il est écœuré puis il l'analyse plus. C'est le même principe avec la texture. Exemple, si vous touchez du velours, vous allez trouver ça très, très doux. Mais éventuellement, si vous le touchez trop longtemps, à un moment donné, vous le sentez plus, tout simplement. Fait que c'est votre cerveau qui est écœuré. C'est le même principe avec la vision. Alors, dans cette étude-là, il y a des personnes qui, au bout de 10 minutes, ont dit qu'ils avaient vu des hallucinations au travers des yeux des autres participants. Il y en a qui disaient qu'ils voyaient leur propre reflet. Il y a des gens qui ont dit avoir vu leurs parents morts au travers des yeux des participants. Et là, moi, ce que je trouvais vraiment très drôle là-dedans, c'est que c'est un article scientifique, mais qui a été partagé avec comme image d'accroche cette image. Alors, je sais pas si c'est juste moi, mais j'ai vraiment l'impression qu'on utilise l'image d'une femme qui fait une fellation pour vendre un article scientifique. Quoique je dois admettre que les fellations, c'est hautement scientifique. Sur la communauté, pour moi, c'est déjà tout. Je vous remercie immensément d'avoir regardé ma vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de lui donner un petit j'aime. Si vous l'avez vraiment aimé, bien entendu, vous pouvez la partager. N'oubliez pas d'activer la petite cloche communauté pour qu'on reste en contact au cours des prochaines semaines. Sur la communauté, moi, je vous donne rendez-vous sur mes prochaines vidéos. Mais d'ici là, je vous dis, j'ai déjà hâte de vous voir. Ah ouais! Bye bye!